Bonjour, je m'appelle Jacques Cazot. Je suis né le 17 septembre 1937 à Paris. Mes parents étaient, disons, gens de maison au service d'une dame, donc je n'ai pas pu être élevé par mes parents. J'ai donc passé mon enfance dans l'Aveyron, à Decazeville, pays minier, et puis toute la guerre. Donc j'étais à l'abri des vicissitudes de la guerre, je n'ai pas été mal nourri, etc. J'ai eu cette chance. À la fin de la guerre, ma mère a pu me récupérer. J'ai vécu donc 2 ans avec mes parents, puis je suis parti à Arcachon. D'Arcachon, je suis revenu dans l'Aveyron. J'ai eu un cursus, comment dirais-je, scolaire très mouvementé, qui fait que je n'ai pratiquement pas fait d'études. Je suis arrivé au niveau du brevet et j'ai dû entrer dans le monde du travail. J'ai commencé donc ma vie d'employé comme garçon de bureau dans une petite entreprise. Puis après, j'ai continué le même emploi dans une annexe du ministère de l'Agriculture, qui était l'Institut des vins de consommation courante. Et là, mais ça, je suis entré là, puis je suis parti à l'armée. Et à mon retour de l'armée, j'ai repris là, et puis j'ai eu la chance d'entrer chez Air France, à l'hôtellerie, au service hôtelier, puis j'ai évolué un petit peu. Après je suis passé dans des services administratifs où on était chargé de contrôler, on allait dans les avions, on était en uniforme, etc. C'était un boulot bien payé pour mon niveau, etc. Puis vers la fin de ma carrière, j'ai fini à Air France à la direction du matériel pendant 4 ans. Là, j'ai été très heureux parce que bon, un travail administratif pour moi aussi, c'est pas terrible. Là, je pouvais bouger, j'allais voir les avions, etc., etc. Bon, voilà. Alors ça, c'était pour mon boulot. Alors, je suis parti donc en novembre, j'ai la classe 57 de B. Je suis parti en novembre, appelé à Blois, à la caserne Maurice de Saxe, au 5e régiment d'infanterie, pour faire mes classes. Déjà, dès l'arrivée, après avoir été habillé, etc., avec d'autres copains, on était dans une chambrée, au fond d'un couloir. Disons, on nous a oubliés pendant quelques jours. Alors on errait dans la cour pendant que les autres faisaient leur boulot d'apprenti militaire. Et un soir, étant assis sur des marches, en train de bavarder, quelqu'un passe devant nous, on ne fait pas attention. C'était un homme en uniforme avec un képi. Mais nous, on n'en avait rien appris jusqu'à présent. Et il s'arrête, il nous dit, mais alors, vous ne nous saluez pas? Alors on se regarde et vous ne m'avez pas appris? Ah non, non, non. Ah bon? C'était le colonel qui commandait le régiment. Bon, alors là, évidemment, les choses sont rentrées dans l'ordre très rapidement. Et donc, j'ai suivi des classes. Mais j'ai eu la chance d'être affecté à la section transmission fil, c'est-à-dire les téléphones et les radiotéléphones. Donc, pendant que les copains faisaient des exercices pas très rigolos sur le terrain, se roulaient dans la boue, faisaient des marches, moi, j'étais dans une salle de classe à apprendre à faire des épissures, mettre les piles dans les postes, connaître, etc., toutes ces choses-là, ce qui fait que c'était plutôt intéressant. Et donc je suis resté 3 mois à Blois, en plein hiver, en janvier, je pense, il y a eu à faire les manœuvres à Mourmelon. Donc tout le monde était rassemblé dans la cour pour partir à Mourmelon, sac aux pieds, arme à la bretelle, etc. Et on m'appelle. Sortez des rangs, je sors des rangs et on me dit vous allez aller au central téléphonique, vous tiendrez le central interne de la caserne pendant les manœuvres. Ça a duré 15 jours. Ah bon, j'ai rien dit, les autres sont partis à Mourmelon et moi je suis resté. Alors ma seule corvée était d'aller chercher du charbon 1 fois par jour pour remplir le poêle qui nous chauffait. Et je tenais un central qui était un truc portable américain, c'est une grande caisse à 12 voies avec la manivelle sur le côté pour passer les communications de bureau à bureau à l'intérieur de la caserne. C'était pas un boulot bien tracassant. Donc voilà, les gens ont fait les manœuvres, ils ont souffert à Mourmelon, il faisait très froid, il y a eu un mort de froid. Puis ils sont revenus, moi j'ai continué mon apprentissage à la section transmission, on faisait quelques exercices.
Mais bon, alors sur le plan militaire, je n'avais pas appris grand-chose, ce qui fait que j'étais incapable de faire le parcours du combattant. Quand je sautais dans la fosse, je n'en sortais plus. Et puis est arrivé le moment de partir. Alors d'abord, on m'a fait passer, enfin, tout le monde a passé des examens pour voir si on pouvait être caporal, etc. Moi j'étais inapte à tout, puisqu'on me montrait un bazooka, je n'en avais jamais vu, une mitrailleuse, je n'en avais jamais vu, une grenade, j'en avais lancé une ou deux à plat, c'est tout. Et puis voilà, donc, et la cartographie nulle, se servait d'une boussole, je ne savais pas, enfin bref. Et on m'a demandé de donner des ordres à un groupe de gars, là j'étais incapable de le faire, on m'a classé inapte au commandement. Puis voilà. Le temps est arrivé de quitter la France après 3 mois. Donc on nous a embarqués dans des trains. Moi j'ai été affecté au 239e régiment d'infanterie, 2e bataillon du 39e régiment d'infanterie, c'est-à-dire le 239 Ferry, qui était à Agadir. Donc je me suis retrouvé à Marseille, le camp Sainte-Marthe, de triste mémoire. Et on s'est retrouvé parqué un peu avant de partir au port dans une cour avec des numéros à la craie sur le dos, comme les bestiaux qui vont à l'abattoir. Et puis on a embarqué sur un bateau appelé la Zemmour, qui était un cargo mixte. Bon, on a fait la traversée que tout le monde connaît. Et moi je me suis retrouvé donc à Casablanca. Casablanca, on n'est pas resté, on a pris un train qui nous a amenés jusqu'à Marrakech, je crois, oui. Puis là, ce furent des camions pour traverser les montagnes. Bon, c'est l'anti-Atlas parce qu'on allait vers Agadir. Bon, ça a duré une journée de voyage en camion, et puis bon, on est arrivé à Agadir. Bon, ce bataillon était commandé par un commandant qui s'appelait Jacques-Alphonse de Pierretti del Larroca, un héros de la libération de la Corse et un héros aussi de la fin de la guerre en France, puisqu'il a fait quelques exploits, puis après il est parti en Indochine, puis il s'est retrouvé là. Quand je suis passé dans son bureau, puisqu'on passait un par un c'est lui qui affectait les gens en fonction des postes à pourvoir, et il m'a demandé si je savais taper à la machine, j'ai répondu que non. Et il me dit, bon, mais tu apprendras. Alors donc je suis resté au PC, avec un garçon qui allait être libéré, qui était censé m'apprendre à taper à la machine. Bon, ce que je ne faisais pas, bien entendu. Je ne foutais rien de la journée, c'est-à-dire j'avais à tenir l'arrivée du courrier, je tenais un registre, puis c'était en gros, je montais la garde le soir, bien sûr. Et puis de temps en temps, il venait cet homme, et les gens en avaient peur. Quand on savait qu'il allait arriver, il était surnommé Pépone, et les gens avaient vraiment la trouille de Pépone. Bon, moi, il ne me faisait pas trop peur, il ne m'impressionnait pas. Il était bon, il était normal pour moi. Et quand il venait, tous les 15 jours, parce que lui, il commandait le poste avancé qui était à 100 km de là, à Foum El Hassan. C'est à la frontière mauritanienne, alors là c'est le désert. Ce poste était constitué de 3 points d'appui, un dans un fortin qui était sur un plateau en bas, et il y avait une colline au pied d'une colline. La colline, à mi-chemin, il y avait un méplat sur lequel il y avait un 2e point d'appui avec des tranchées, des barbelés, et plus haut encore, il y avait un 3e point d'appui. Cet ensemble était inscrit dans un triangle où, d'un côté, il y avait au loin une palmeraie avec les rebelles marocains qui étaient encore actifs, alors que la France, les problèmes avec la France étaient terminés, on ne faisait plus d'opérations militaires. Et à un autre angle, dans le désert, il y avait un poste style fortin, du désert avec les murs et une petite palmeraie que je n'ai pas connue qui s'appelait, le lieu, c'était le lieu de Foum El Hassan où étaient l'armée marocaine et l'armée française ensemble, dans le même poste. Donc quand je suis arrivé, n'ayant pas appris à taper à la machine, enfin n'ayant pas fait beaucoup d'efforts, quand le commandant a entendu ma frappe qui faisait tac, 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 il est sorti du bureau comme un diable d'une boîte en hurlant, il était fou furieux, parce que je lui avais menti et puis je n'avais rien appris, quoi. Bon, mais comme il ne pouvait pas, il n'avait personne d'autre sous la main, là on était dans un poste, on n'était pas très nombreux, j'ai dû rester, donc j'ai appris dardard à taper à la machine correctement, et puis ça s'est bien passé après. Alors il y a eu des manœuvres, moi quand j'étais à Agadir, on était tranquille, il ne se passait rien, on avait un grand camp qui était bien aménagé, etc. Donc on vivait
soit en pantalon de toile, chemisette, cravate, etc., soit en short avec chaussettes montantes et chaussures de ville. Et là, je suis arrivé à Fomel-Hassan, dans le pactage, on avait un sarwell, c'est-à-dire le pantalon serré à la cheville pour le désert, une gandoura et un chèche. Bon, c'était pas un uniforme à mettre, mais on mettait le sarwell. Et je me suis retrouvé avec des Nikes, des espèces de sandalettes en cuir grossières, faites dans la semelle à un morceau de pneu. Et bon, j'avais quitté les chaussettes et les chaussures de la ville, je me suis retrouvé avec ça, et puis j'ai dû participer à une manœuvre. On partait à 2 h du matin, on rentrait l'après-midi. C'est 60-70 au soleil. Hein. Alors il est évident que peu entraîné, etc. Bon, pour partir, ça a été. Je servais de plastron avec d'autres. On était le plastron, c'est-à-dire c'est l'ennemi, on était dans un coin, et puis on devait tirer des coups de feu en l'air à blanc. Et puis tout d'un coup, la radio a grésillé, et les types qui n'étaient pas contents, ils disaient parce que ça fait un moment qu'on les arrose d'obus de mortier, ils sont morts, ils continuent de tirer. Bon, enfin, bref, c'était la rigolade. Et puis on est reparti. Alors, cette zone était, il y a des milliers d'années, des milliers d'années, était recouverte par des mers. Donc le sol était recouvert de cailloux dont certains étaient très, très intéressants, si vous voulez, travailler par l'eau, etc. J'en avais ramassé quelques-uns, c'était joli pour faire cendrer, j'avais mis ça dans ma musette. Bon, ça ne l'avait pas trop alourdi, mais enfin j'avais un fusil, bien sûr. Et donc la marche de retour, je commençais à baisser le nez, à traîner de plus en plus des pieds, et ça, bon, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas bien, donc il y a déjà un gradé qui a pris ma musette, un autre qui a pris mon fusil, puis au bout d'un moment ça n'allait toujours pas, on fourrait dans un camion qui transportait l'eau, parce qu'il avait quand même, il fallait de l'eau pour boire, et je suis revenu comme ça, j'ai fini la manœuvre de cette façon. Le temps est arrivé de quitter le Maroc. L'armée devant quitter le Maroc, le commandant est parti en permission parce que ça ne l'intéressait pas d'être chargé du déménagement du bataillon. Il a laissé ça à son second, qui était aussi un commandant. Et la veille de déménager, on commençait donc à devenir fragile parce qu'on était assez pas mal, on avait un armement assez puissant, des mortiers en batterie, des mortiers de 80, 60, 75 recul dans la tour en haut, mitrailleuses lourdes, enfin tout ce bazar, parce qu'on avait quand même à 3 ou 4 km de là, des gens pas sympas. C'est là où avaient disparu les capitaines Moreau et Perrin, Fomel-Hassan, c'est une affaire ancienne. Et du régiment qui est là avant nous, 2 types s'étaient trompés, étaient en camion, comme les pistes, c'est à peine des traces sur le sol, et ils s'étaient dirigés vers cet endroit et ils avaient été capturés. L'un d'eux est devenu fou et l'autre s'est suicidé. C'est vous dire le traitement qu'ils ont dû recevoir. Donc le moment du déménagement arrive, alors comme on se délestait de notre armement lourd parce qu'il fallait mettre tout ça en caisse, préparer, le bataillon déménageait. 6 T6, des avions T6 à l'époque, qui étaient très connus à l'époque, se sont posés pour nous protéger. Alors on était ravitaillés, il faut le dire, on ne pouvait y aller que par avion. Oui, j'ai oublié de mentionner que quand j'ai quitté Agadir, je suis parti en C-47 et dans le DC-3, j'étais le seul passager au milieu d'impédimenta, de barils, de sacs, de caisses arrimées, j'étais le seul bonhomme dans l'avion par l'équipage. Et on se posait dans le désert, en dehors du poste, il fallait ouvrir la piste, était ouverte tous les matins. Une patrouille allait voir s'il n'y avait pas des mines, etc. Enfin, c'était fini, il ne s'est rien passé, mais ça pouvait arriver. Alors donc, on avait ces avions-là qui vont ravitailler, et il y avait aussi, encore, c'était les derniers Ju-52 encore en service, les trimoteurs, en tôle ondulée. Si on veut en voir aujourd'hui, il y en a à la Ferté-Alais, en état de vol. Donc, ces avions-là ne transportaient plus de personnel, mais transportaient du matériel. Alors, il arrivait qu'ils fassent du dropping, c'est-à-dire au lieu de se poser, ils ne faisaient que passer, ils ouvraient la porte et ils balançaient les caisses sur la piste pendant que l'avion envole. Alors, ça n'arrivait pas toujours au sol en bon état. C'était une bonne excuse quand le commandant demandait de sortir une note de service et voulait qu'on la répertorie, qu'on la réécrive pour la fête, etc. Les gens qui n'avaient pas envie de le faire disaient « Ah oui, mon commandant, elle a été groupée, on l'a pas fait. » Oui. Bon, c'était des petites astuces. Donc, il y a eu une période que je n'ai pas connue, parce que c'était les gens qui étaient avant nous, qui ont eu une période de mauvais temps qui a duré plusieurs semaines, ce qui fait que, n'ayant plus de ravitaillement,
vivaient sur les rations. Dès que le temps s'est amélioré, les avions sont arrivés. Ils étaient heureux, ils ont couru sur la piste, voir les colis qui tombaient. C'était des rouleaux de barbelés. Pas très comestible. Voilà, petite histoire. Donc, nous faisons nos bagages. Alors, ça a été épique, hein. On quittait le poste. L'armée, donc c'est pas un individu qui partait, c'était toute une histoire. Des avions se sont posés et on a dû trimballer toutes nos affaires, etc. Et nous sommes retournés à Agadir. Agadir, on y est resté, je ne sais pas, un mois environ, et puis ça a été l'embarquement pour l'Algérie. À partir du port d'Agadir, on a embarqué sur un bateau, le Djenné, je crois, qui faisait une croisière. Donc il avait des passagers en croisière qui venaient d'Afrique et qui s'arrêtaient à Agadir pour nous embarquer. Alors on était à l'avant du navire, les passagers étaient à l'arrière, évidemment il y avait interdiction de communiquer avec les passagers. Mais enfin ça a dû se produire quand même. Et le voyage a été long puisque j'ai 4 jours de campagne en mer. Je comptais comme campagne en mer 4 jours. Alors ce qui fait que pour embarquer, moi j'avais mon pactage, c'est-à-dire le gros sac à dos, le sac marin, la musette, le casque, le fusil et tout le reste. Et moi j'avais en plus ma machine à écrire portable, et une petite caisse à munitions dans laquelle il y avait du papier, des tampons, enfin, etc. Parce que la vie du bataillon continuait même sur le bateau. Il fallait faire le journal de marche tous les jours. Alors pour grimper sur le bateau, la porte n'était pas au ras du quai, elle a coupé pratiquement à la rambarde là-haut. Et donc le cheminement pour y aller, c'était une espèce de passerelle très inclinée. Alors imaginez, un bonhomme avec le sac à dos, le fusil, et les 2 mains occupées chacune par une caisse, j'ai eu de la peine à arriver jusqu'en haut, hein. Beaucoup de peine. Enfin voilà. On s'est retrouvés, on fait escale à Tanger, on s'est retrouvés à Oran, en pleine nuit. À Oran, on a pris un train qui nous a amené à Tizi Ouzou. Et à Tizi Ouzou, on a été installé dans une ancienne école technique. Donc moi j'étais à la CCAS, et on avait 4 compagnies de combat. La 5e, la 6e, la 7e et la 8e, et qui ont été répartis dans des fermes. Donc voilà, on a quitté Tizi Ouzou en septembre et on s'est retrouvé donc en Grande Camélie, dans le secteur de Fort National, au poste de Tassaft, le village de Tassaft-Ouguémoun. Il faut signaler que ce village est le village natal d'Amirouche, le fameux chef rebelle. Donc on est arrivé là et moi j'étais donc secrétaire au PC, et le PC était alors dans ce poste qui était composé d'une gendarmerie, un bâtiment moderne à étage en béton blanc, de diverses constructions. C'était sur une colline, hein. Le village était en face, il n'y avait que des ravins autour. Il y avait une ancienne école du temps de Jules Ferry, vous savez, 2 bâtiments parallèles, l'un c'est 2 classes, et de l'autre côté de la cour c'était les logements des instituteurs. Donc les 2 classes étaient une chambrée, celle des secrétaires, etc., qui eux avaient dans une chambre avec cheminée, alors que ceux qui allaient au combat, ils couchaient sous tente. Ils ne nous aimaient pas beaucoup. Parce que dans le poste, on avait une compagnie de combat et la CCAS. La 5e compagnie était dans le poste. Et oui, donc la chambrée donc, était jouxtée, l'autre salle de classe était la salle de l'OR, c'est-à-dire c'est là où on interrogeait les gens. Et nous, arrivant du Maroc, quand on a entendu les premiers gémissements, malgré l'épaisseur des murs, ça nous a un peu interloqués. Et bon, on s'y habituait très vite, malheureusement. Oui. Alors tous les 15 jours, pendant une semaine, à tour de rôle, les gens du bureau, on devait coucher dans le bureau même. En cas de problème la nuit, il fallait qu'il y ait un secrétaire sur place, etc. Bon, et une nuit où j'étais de service, de garde, alors évidemment, comme j'étais très courageux, j'avais mon fusil, j'avais un pistolet mitrailleur et un pistolet automatique. Ça ne m'aurait pas beaucoup servi, mais bon, ça me rassurait. Et la porte s'ouvre vers minuit, la lumière s'allume, alors moi j'étais couché derrière un bureau et la porte était dans le coin. Alors je lève ma tête à Uri là pour voir ce qui se passe. Je vois montrer le commandant qui me fait un signe impératif de me recoucher. Il est suivi d'un jeune homme, un kabyle, disons 17 ans environ, les mains liées dans le dos, reliées par une ficelle à une sentinelle qui l'accompagnait, et puis l'officier de renseignement. Il avait dû être interrogé,
avait dû donner des renseignements, et alors on lui demandait de montrer sur la carte qui était dans le bureau où ça se passait. Alors ça a duré un certain temps, moi j'entendais, mais je ne regardais pas, j'étais accouché. Puis ils sont partis. Alors d'abord la sentinelle avec le prisonnier, et puis l'officier de renseignement, et le commandant dernier qui, en éteignant la lumière et en fermant la porte, a dit à l'officier « vous le fusillerez demain matin ». Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce qu'il a été exécuté le lendemain matin, ce jeune. Bon, ça m'a... Parce que, bon, sur le plan... Quand on a été là-bas, moi, je suis allé en opération, bien sûr. J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait sur les 16... Combien j'ai fait 28 mois d'armée, dont moins 9. Donc, ça fait 18 mois en Kabylie. Quand le commandant sortait, qu'il y avait opération et que le commandant y participait, et nous on sortait pour le protéger, il était bien protégé. Et puis je faisais aussi beaucoup de gardes, énormément, ça c'est très... La garde de nuit, on avait 2 villages à garder en plus du poste, il y avait 12 postes de garde pour le camp, et 2 villages à garder, où on allait dans le village, à une époque on y allait avec les villageois, puis après on a été seul, parce qu'il y a eu des problèmes. Une nuit, la garde a été attaquée. Il n'y a pas eu de dégâts, mais enfin, heureusement. Mais bon, alors donc, après, on était séparés. Alors, on allait... L'autre village s'appelait Iterba. Ça s'écrit A-I-T-E-R-B-H, plus loin. Donc, on allait régulièrement monter la garde dans ces villages, et il y avait aussi des embuscades. J'en ai fait, en tout, j'ai dû en faire 5. Alors là, je vais vous parler de mes embuscades, pas triste. La première fois que j'ai dû sortir en embuscade, il fallait être armé d'un pistolet mitrailleur, hein, pas le fusil, ça va pas, surtout le MAS 36, hein, qu'il faut ouvrir, refermer, c'est pas utile, c'est les grenades et le pistolet mitrailleur. Alors avant de partir, celui qui nous emmenait en embuscade, pour la première fois où j'y allais, il me dit, il était assis en face de moi à 2 mètres, dans une pièce où on faisait un petit briefing, voir si on n'avait pas de trucs qui faisaient du bruit, si on ne toussait pas, enfin bon... Il fallait être très silencieux. Il me dit, tu sais au moins te servir de ça, parce que j'étais allé me chercher un pistolet mitrailleur. Il fallait que je me débrouille pour partir, quand je partais à l'embuscade, d'avoir un pistolet mitrailleur. Alors où j'allais à l'armurerie, mais l'armurerie n'avait peut-être pas disponible, il fallait que je trouve quelqu'un qui en avait, c'est-à-dire un chauffeur par exemple, on avait tous des PM, et qui n'était pas de service, et donc qui en général voulait bien me prêter son arme et ses chargeurs. Alors on mettait, ou on avait une poche à chargeur, on n'avait même pas les 2, avec 4 chargeurs dedans, ou on en mettait 2 dans la poche du treillis devant pour les attraper plus facilement. Alors bon, l'AMA 49, j'avais tiré 1 ou 2 fois pendant mes classes, mais je ne la connaissais pas vraiment. Hein. Enfin bref, le sous-off, c'est un sergent assis en face de moi, là, comme de l'autre côté de la table ici, me dit, tu sais te servir de ça au moins? Alors j'ai dit, oui. Alors, ni une ni deux, le chargeur était rabattu. Le couloir d'alimentation était articulé, il se rabattait sur le canon, c'était une sécurité comme ça, le chargeur n'était pas en position. Je mets le chargeur en position, je braque l'arme sur lui, et j'arme la culasse. Puis la main part, après c'est naturel, on n'a pas armé la culasse, la main part vers la poignée de pistolet pour... et là, on avait quelquefois le réflexe du coup de sécurité qu'il fallait donner, on n'avait pas de sécurité là, puisque... Et il m'a regardé droit dans les yeux, avec sa main, il a poussé, j'étais à portée à bout de bras, puisqu'avec sa main, il a poussé le canon sur le côté, il m'a rien dit. Je suis devenu tout blanc, parce que j'ai réalisé que j'étais à 2 doigts de lui balancer 3 balles dans le ventre, quoi, le temps que je relâche le truc, il y a 3 balles qui partent. Bon, ça c'était ma première chose. Alors une autre fois, pour partir en embuscade, on partait à 6 h du soir, et on revenait à 6 h du matin. On allait à un endroit donné qui était repéré sur la carte, qu'il fallait, sur lequel il y avait un passage, etc. On partait à 5 ou 6 pauvres types, parce que si jamais il y avait un accrochage, on n'avait pas beaucoup de chances de survivre. Parce qu'en face, ils étaient très déterminés, et bien, il y avait des anciens de l'armée, il y avait la LN, on n'avait aucune chance entre eux. Alors on partait, et une nuit comme ça on marchait, parce qu'il faut faire quelques kilomètres à pied avant d'arriver. Alors ça dépend si c'est une nuit... En général, il n'y avait pas beaucoup de nuages, c'est des nuits étoilées où il y a la lune, ça éclaire bien, hein, on voit bien la nuit avec une pleine lune. Alors on marchait de temps en temps, à un moment donné, moi je continuais de marcher, j'étais plongé dans mes pensées parce que je suis toujours un peu dans la lune, un peu rêveur. Et j'entendais psst, 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 casso, je me dis qu'est-ce qui se passe, je regarde, et plus personne devant, plus personne derrière. Il s'était mis ce qu'on appelle un chouf, il fallait s'arrêter, et je
n'avais pas retenu, ou je ne le savais pas, on ne me l'avait pas dit, s'arrêtait se coucher par terre le long du chemin, ne plus faire aucun bruit, parce que quand on marche, on a la respiration, les battements de cœur, tout ça qui font que on a un petit bruit qui peut gêner un peu si on veut être attentif. Et bien ils s'étaient tous mis en jeu, sauf moi. Alors je continuais mon chemin tout doucement, tranquille. Alors là, je vais commencer à parler d'un individu, je ne vais pas dire son nom bien sûr, qui était lieutenant, était chef du garage. Alors quand nous avons déménagé, il a fait taper une demande à l'établissement régional du matériel parce qu'il voulait savoir connaître en tant que chef de garage, il voulait connaître les prévisions pour l'antigène de la douche chaude. Bon, bref, la note on l'a fait partir bien sûr parce que bon, c'est un individu qui n'était pas très intéressant, donc bon, tout le monde sait qu'une douche chaude n'a pas d'antigène puisque c'est refroidi par air. Donc ce monsieur, il y a eu des accrochages, et là, dès qu'on a été là-bas, les compagnies réparties dans la nature, dans des fermes, etc., ils ont eu leurs premiers accrochages. Et une Jeep est revenue avait pris une rafale dans le radiateur. Eh bien, ce monsieur, chef du garage, voulait punir le chauffeur parce qu'il ne s'était pas mis devant la Jeep pour la protéger. Ensuite, il y a eu, bon, je continue sur lui, parce que c'est plus tard, quand on était en Kabylie, un jour, des renforts sont arrivés, un jeune était là, était arrivé, donc et le commandant avait deux cheminées à Tassas Touguémoun, on va en parler tout à l'heure. Il y avait deux cheminées et donc il fallait qu'il y ait des bûches. Et les bûches étaient les secrétaires chargés de les fabriquer. C'est-à-dire qu'on nous amenait, ils allaient couper dans la nature des arbres, qu'ils tronçonnaient grossièrement en gros morceaux, ils ramenaient ça dans le GMC qui vidaient dans un coin du poste et les secrétaires, à l'aide de passe-partout, de haches, de coins et de masses, on faisait des bûches. Donc cette corvée, qu'on appelle la corvée de bois, la vraie, enfin l'officielle, parce qu'il y avait une autre corvée de bois que tout le monde connaît, il y en a eu chez nous aussi. Donc quand cette corvée de bois, oui, pendant que les deux garçons, deux soldats sciaient au passe-partout un arbre pour en faire des gros tronçons, ils avaient tous plus ou moins leur armement, et ce garçon qui venait d'arriver était à peine formé, il avait des grenades dans la poche, grenades offensives et défensives. Et d'un seul coup, celui qui sciait en face de lui voit la cuillère de sa grenade se lever dans la poche du gars. La goupille avait dû être bricolée, parce que ça ne s'ouvre pas comme ça, une grenade. Et il a entendu le pchit d'allumage. Il a hurlé, la grenade elle fuse, le pauvre type est parti en courant, la main sur la poitrine, au lieu de l'arracher, de la jeter, il a paniqué. Quand elle a explosé, bon, je ne dis pas ce qui est arrivé, il est mort. Alors ce brave homme, qui était devenu capitaine entre-temps, capitaine-major, a déclaré, parce que nous, dans la chambre où j'étais, il y avait tous les planqués, hein. Il y avait les secrétaires, l'ordonnance du commandant, le chauffeur, etc. Et il était aussi serveur au mess. Il a entendu ce qu'a dit ce type à ses collègues. Il dit, mais oui, il y a eu un accident, mais c'est pas étonnant. Quand les hommes partent en opération pour 3 jours ou plusieurs jours, ils enlèvent les goupilles en partant, ils ne les remettent qu'en revenant. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'accident? C'était le même. Oui. Alors pour en finir avec lui, un jour, il y a une alerte, le commandant fait une tournée dans le poste, parce que là, bon, je suis en avant, on n'est plus à Tizi-Ouzou, et il trouve une Mat 49 abandonnée sur une table, ce qui n'est pas très bien. En cas d'attaque, il vaut mieux pas laisser traîner les armes. Et puis elles étaient chargées, nos armes, approvisionnées, bien sûr. Il la ramène au bureau, il me dit, porte-la au capitaine-major, de façon à ce qu'elle soit réintégrée à l'armurerie, et que le gars qui en est le titulaire ait des ennuis. Alors je vais à son bureau, je frappe. Il avait là tout son petit état-major, son sergent-chef, son caporal-chef, etc., qui disait qu'il était le plus beau, etc. Et je lui dis, voilà pourquoi je viens. Le commandant me demande que, la Mat 49, quelle belle arme. Alors, je la lui tends. Bon, le chargeur était rabattu sur le canon, hein, heureusement. Et il veut l'armer. Il était capitaine d'infanterie. Donc il veut armer la mitraillette, mais il ne savait pas. Il ne savait pas comment ça se faisait. Il ne savait pas qu'il fallait presser la poignée du pistolet, il y avait une pédale derrière qui débloquait à ce moment-là. Oui. Donc un capitaine qui commandait en zone de combat ne savait pas armer une mitraillette. C'était lui, c'était celui-là. Enfin bref, voilà. Alors, dans le même genre de choses, au cours d'une opération, on partait fouiller un village.
on marchait de nuit pour aller fouiller. Bon, alors, quand on allait fouiller un village, on ne trouvait rien, parce qu'ils savaient avant, ils savaient bien avant qu'on allait arriver, et puis ils avaient de leur chouf. Mais bon, on était plusieurs colonnes qui montions, j'ai 2 choses à raconter à ce sujet, oui, qui montions vers le village, c'était toujours des villages perchés. Et bon, la première fois, ça s'est passé à 2 fois différentes. La première fois, d'abord, quand on fait ça, même si on n'est pas très dégourdi, si on n'est pas un militaire entraîné, on ne fait pas de bruit. Hein. On va pas, on est à 3 ou 4 mètres l'un de l'autre de sécurité, on le devine dans la pénombre, on devine le prédécesseur parce qu'il faut de l'écart au cas où il y aurait des armes automatiques, et puis ça serait jeté. Et on marchait tranquillement, sans faire de bruit. Alors évidemment, quand vous avez des dizaines et des dizaines de bons hommes qui marchent en colonne, ou même plusieurs colonnes, c'est pas une grosse goudronnée, il y a des cailloux, ça roule, il peut y avoir un caillou qui roule, il peut y avoir une branche qui craque, ça fait un petit bruit. Et d'un seul coup, au milieu de la nuit, on entend un hurlement en tête du régiment, le commandant qui a hurlé, le premier j'entends parler, je lui taille les oreilles en pointe. Un mec qui avait quand même fait la guerre, l'Indochine et tout ça, il trouvait ça étonnant. Alors, une autre fois, donc, on montait comme ça, et puis d'un seul coup, je vois le gars qui me précédait s'arrêter. Et je m'arrête. Et derrière moi, on s'arrête, on est à 5 mètres, je crois. Hein. La sécurité, c'est 5 mètres entre chaque homme. Puis j'attends. Et le type qui était derrière moi, à bout d'un moment, vient me trouver, il s'approche de moi, il me dit à voix basse, tu ne crois pas qu'il y a un moment qu'on est arrêté Je dis non, regarde, il est toujours là, celui qui est devant. Ah. Puis, je sais pas, un soupçon me prend, je m'approche du gars qui était devant, c'était un rocher. Et belle lurette que la colonne a continué son chemin. Voilà mes exploits. Alors, dans le genre exploit aussi, c'est pas mal. Alors, au cours d'une opération, on avait couché dehors, ça m'est arrivé plusieurs fois quand même. Enfin, sur les 5 fois, ça m'est arrivé au moins 2 ou 3 fois. On était en haut d'une colline. Moi, j'étais donc en protection du commandant. Et j'avais emporté, par facilité, j'avais réussi à emprunter une carabine US. C'est beaucoup plus léger que le fusil, donc c'est moins fatigant à travailler. On ne cherchait pas l'efficacité, mais on cherchait la facilité. Et on était écartés en haut de la colline, je ne sais pas où était le commandant, enfin on était éparpillés. Et bon, le temps passait, d'un seul coup j'entends un hurlement, c'en est un, ouvrez le feu. Alors, je dis ça y est, c'est la guerre. Et mon cœur se met à battre, enfin je dis, alors je m'énerve, je veux armer la carabine, je me démerde mal, je fous une cartouche par terre, j'éjecte une cartouche, bon, enfin bref, et puis quand je suis prêt à tirer, qu'est-ce que je fais? Je me redresse à l'horizontale, il y avait un gars en bas de la colline. Et j'ouvre le feu, j'ai vidé le chargeur pour me rassurer, j'ai tiré les 15 coups contre le chargeur. Et puis après il y a eu des hurlements, bande de cons, halte au feu, bon, c'était un mec de chez nous qui était sorti pisser. Donc, mais moi, comme je tirais à l'horizontale, mes balles passaient 50 mètres au-dessus de sa tête au moins. Je risquais pas grand-chose. Alors pour en finir avec cette affaire-là, en bas de la colline, il y avait un fusil mitrailleur en position qui prenait en enfilade un chemin encaissé qui se trouvait en bas de la colline. Chemin encaissé, c'est-à-dire un couloir, dans lequel, à 5 h du matin, est arrivé un bonhomme, armé, avec une arme, mais un peu bizarre, il avait une tente, enfin un élément de tente militaire en guise de couverture sur les épaules, il était en savate. Le mec au FM, les deux, il a ouvert le feu. Donc il a ouvert le feu sur un bonhomme dans un couloir qui n'est pas large. Il l'a loupé, heureusement. C'était un adjudant de chez nous qui passait, il a raté la vache en couloir, heureusement, vous voyez. Donc les aventures de 39, enfin il n'y avait pas ça, je ne peux pas dire ça. Moi je l'ai vécu à ma façon, mais la compagnie de combat, ils allaient au combat, ils avaient des résultats, ils avaient des morts. Les compagnies de combat, faut pas... Enfin moi, à mon niveau, c'était ça. C'était que des bêtises de ce genre. Alors, on a eu des tas d'histoires. On a eu une affaire assez grave, un type, soi-disant, pas devenu fou, je ne sais pas, c'était un FSNA, c'est-à-dire un Français de souche nord-africaine qui faisait son service dans l'armée française. Et dans un poste, il a... On dirait aujourd'hui qu'il a voulu faire un exploit pour se faire bien voir du FLN. Il a pris le fusil mitrailleur qui était dans la chambrée et il a tiré par la fenêtre, tuant un chef de village qui était
en visite, en visite au poste, et blessant grièvement d'autres personnes. Bon, ils ont attaqué la chambre à la grenade, il a fallu lancer 12 grenades à la 12e grenade, enfin ils ne réagissaient plus. Et moi j'ai assisté à leurs obsèques, on les a ramenés au poste principal. Dans l'ambulance, il y avait 2 étages, donc on a sorti la civière du bas pour faire la cérémonie avec le soldat qui était mort dessus. Et à l'étage au-dessus, il y avait un sac qui contenait les restes du type. Et le sac n'était pas très grand. 12 grenades, enfin bref, voilà. Un jour, parce que comme moi je tapais les rapports, je savais tout ce qui se passait, plus ou moins. On a eu par exemple un jour des gens dans un poste de nos postes qui rentrant de patrouille, devaient aller chercher de l'eau, parce qu'ils n'avaient pas l'eau courante. Et l'un d'eux, en partant chercher l'eau, il partait à plusieurs parce que c'était risqué, la source était en dehors du poste, il pouvait être attaqué. L'un d'eux avait un fusil lance-grenade, équipé de sa grenade. Alors un des copains lui dit, écoute, pour aller chercher de l'eau, tu n'as pas besoin de la grenade. Alors l'autre il fait, oui, tu as raison, c'est vrai. Il pose sur le lit, il pose le fusil, la grenade, et il ouvre la culasse, il éjecte la cartouche dite qu'on appelait feuillette, la cartouche sans balle qui propulsait la grenade, il referme la culasse, et en refermant la culasse, il introduit une cartouche réelle parce que son arme est approvisionnée. Et il donne le coup de sécurité. Alors la grenade, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une balle dans le cul et elle a explosé. Et il y avait 6 ou 7 bons hommes autour, il n'y a pas eu un blessé. Tous les habits qui étaient accrochés au mur étaient lacérés, parce que les grenades antipersonnelles à fusil, c'est plus méchant qu'une grenade à main. Et quand ça pète dans une pièce, on dit, ben non, il n'y a pas eu il y a eu quelques égratignures peut-être, mais après, bon voilà, le genre de truc qui se passait chez nous. Alors donc j'ai participé à des opérations, à des embuscades. Mais alors oui, je vais vous raconter un truc qui est pas mal aussi, c'est une embuscade, nous partons avec comme chef de groupe un sous-offre qui avait fait la guerre d'Indochine, et certains d'entre eux en avaient plein la bouche de leurs exploits en Indochine, etc. Bon, nous, ne savons pas. Et nous partons. Nous traversons le village de Tassaf parce qu'on quittait le poste, il y avait une place où la route passait, il y avait un grand espace et après il y avait l'entrée des villages. Et nous partons, mais en cours de route on se perd. On ne va pas à l'endroit indiqué. Le commandant sur sa carte, il avait mis une petite épingle, il avait repéré ça parce qu'il avait des bons renseignements, ça devait payer, c'était intéressant, enfin, etc. Et bon, on s'est perdu. On n'est pas allé du tout là où il fallait aller, on est allé dans une autre direction. Il y a eu un orage épouvantable dans la nuit, on l'a subi, puisqu'on n'avait rien. Si on avait juste notre toile de tente, un morceau de toile de tente pour se couvrir, j'avais l'eau qui me courait dessous. Et puis ben, on a passé là, on s'est posé à un endroit donné, alors il faut vous dire que c'est encore une des gaietés du bataillon. Comme on était perdu, il a voulu lire la carte. En zone opérationnelle de nuit, on fait attention. Il a levé sa lampe électrique pour éclairer la carte. En zone opérationnelle, où la moindre ombre, on tire, hein, etc. Bon, alors nous on avait trouvé ça pas très bien, mais bon. Et alors on s'est posté et on est rentré le lendemain. Et l'endroit où nous devions être en embuscade, n'était pas du tout cet endroit-là. Alors le retour, d'abord, parce que le retour n'est pas triste non plus. Déjà, bon, l'embuscade perdue. On arrive, on sort du village, donc il y avait un chemin encaissé qui débouchait sur cette place dont j'ai parlé, et qui, de l'autre côté, il y avait l'entrée du poste, qui lui-même était sur une colline. Zut, la radio est tombée en panne. On avait des anciennes radios américaines, les SC à 500 ans, qui avaient encore des lampes. Hein. C'était pas, les talkie-walkie modernes sont arrivés peu après, mais on avait encore cela. Bon, on était en panne. Impossible de prévenir le poste qu'on est de retour. Parce que au-dessus de l'entrée du poste, il y avait un poste de sentinelle, une guérite, avec un fusil mitrailleur qui balayait le terre-plein et un projecteur. Donc, poste en panne, impossible de... Alors, bon, et le mot de passe. Tu te rappelles le mot de passe? Non, non. Ah ben non. Ah merde, on ne se rappelle pas le mot de passe. Alors, pas moyen de prévenir, pas de mot de passe. Alors, on n'allait pas pointer notre nez sur le truc pour prendre une rafale. On était bien embêtés. Enfin, ça a bien fini. On a pu rentrer. Et donc,
Le lendemain, à l'endroit où nous devions être, il y a eu un combat, mais un combat très, très dur, où l'aviation vient intervenir pour dégager les gars. Autrement dit, si on y était allé, je ne serais peut-être pas. Je ne sais pas si on avait des morts, je ne me rappelle plus. Enfin, ça a bardé. Bon, voilà en gros ce que je peux dire de cette époque. Après, il y a eu d'autres mésaventures, mais bon, moi j'étais au bureau et je savais à peu près tout ce qui se passait. D'ailleurs, c'est dommage, je les ai perdus. J'arrivais, mais je tapais ça en 10 exemplaires, il fallait taper comme un sourd sur les touches pour que le dernier papier avec le carbone marque. Je en faisais un pour moi, mais j'en ai pas fait beaucoup. C'est dommage parce qu'on n'a pas accès au jour de marche des régiments. C'est pas encore libéré, mais ça a été perdu. Il y a une inondation dans ma cave et ça a été foutu, c'est dommage. Parce que bon, ça m'aurait donné des repères. Autrement, on avait un adjudant qui était une horreur, mais vraiment la caricature. Donc vous avez compris qu'on était un bataillon d'infanterie métropolitaine, donc c'est pas la crème de la crème. Nous, on était chez les chasseurs alpins, là, c'était, puis les paras, tous ces trucs-là autour de nous, c'est pas la même chose. Mais enfin, il y a quand même des gens qui se sont bien comportés, et au combat, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, les pauvres. Mais je n'ai pas vécu, donc, en dehors de cette ouverture de feu qui n'aurait pas dû être, je n'ai pas eu à faire usage d'armes. Alors si, j'ai fait une fois usage d'armes, mais là, c'est une... Je devrais avoir honte de dire ça, mais enfin, je sais qu'on devait quand même être un peu bizarre, parce qu'on souffrait malgré tout de plusieurs choses. Il y avait la misère sexuelle, puisqu'on était isolés pendant des mois. Il y avait la peur quand même, parce qu'on était très souvent en garde, il y avait l'ennui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de distractions. Hein. De temps en temps, il y avait un camion de cinéma qui venait une fois par mois, peut-être, et encore. Donc, on était certainement plus ou moins, je dirais pas dérangé, mais enfin, un jour, je travaillais au bureau, je faisais mon boulot, je frappais à la machine. Tout d'un coup, j'entends un bruit qui ressemble étrangement à une rafale de PM. Ben, c'était assez net. Bon, j'avais un adjudant-chef comme patron. Je dis rien, je me lève, je traverse la cour, puisque c'était 2 bâtiments parallèles. On était les bureaux, c'était les anciens logements, et les 2 classes, c'était donc la chambrée. Et je vois un copain qui, me dit, je dis qu'est-ce qui s'est passé? Il dit j'avais envie de tirer une rafale, alors j'ai pris un PM qui n'était pas le tien, hein. J'ai pris un PM qui pendait accroché à un lit, c'était approvisionné, nos armes étaient et il a lâché une rafale dans le mur pour s'amuser. Ça l'avait amusé. J'ai dit mais t'es con. Puis il s'en va en rigolant. Puis après j'ai dit je suis pas plus bête que lui, je peux faire pareil. Je prends l'arme, me mets en face du mur et je lâche une rafale. Je reviens au bureau, l'adjudant me dit mais Cazot, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Je dis vous inquiétez pas, mon adjudant-chef, c'est une pipe d'escabeau qui est tombée par terre. C'était du carrelage, ça a fait du bruit. Ah bon. A-t-il cru, n'a-il pas cru? Enfin, ça n'a pas été plus loin. Mais le gars qui avait l'arme avait moins de cartouches dans son chargeur, il fallait qu'il l'explique. Et puis il y a un gars qui a trouvé un quart troué qui pendait à son lit, et puis le mur était défoncé quand même, parce que 2 rafales dans un mur de plâtre, ça laisse... Alors, il n'y a pas eu de problème avec la hiérarchie, mais les copains n'étaient pas contents. Hein. Alors on a dû les trouver du plâtre et reboucher le trou, ça a fini comme ça. Mais si ça avait été plus loin, je pense que j'aurais payé assez cher ce genre de bêtises. C'était pas terrible ce qu'on vivait, nous, enfin je parle moi secrétaire, bon, parce que dans le même poste il y avait la compagnie. Quand un jour je passais à côté d'un des gars de la compagnie de combat, il a craché par terre devant moi. Il nous considérait comme des planqués, moi on ne l'a pas choisi, on était là, bon, on ne pouvait rien. Mais là, par contre les gardes de nuit, il y en avait parce qu'on avait 12 postes pour garder le poste le soir, et les 2 villages à garder, à Iterba et Foumenassab. Alors un jour à Iterba, j'ai eu la trouille. On montait la garde à une époque, il y a eu 2 endroits différents, dans la mosquée du village. Alors imaginez une mosquée de village, c'est pas somptueux, hein, c'est un bâtiment avec une tour passée à chaud, blanc, et nous on couchait là à l'intérieur sur de la paille, et la sentinelle était en haut du minaret. Alors pour accéder au minaret, il y avait quelques marches qui donnaient sur une plateforme, et de là partait un escalier dans la tour. Quand le moment
de la relève arrivée, c'est pas la relève qui allait vers la sentinelle, c'est la sentinelle qui descendait réveiller son successeur. Et quand ça a été mon tour de me faire relever, j'avais des grenades, on avait les grenades dans les poches, hein, comme des stylos avec la cuillère qui dépasse devant, grenades offensives et défensives. Et pour sortir en bas de l'escalier de la tour, pour accéder à la plateforme, il y a une porte qui était très basse. Je me baisse, et à ce moment-là, une grenade s'échappe de ma poche. Et elle rebondit de marche en marche, et elle roule au pied des mecs qui dormaient. Alors moi, je me suis bloqué. Pendant un court instant, j'ai été bloqué par la trouille, mais c'est pas dangereux, puisqu'elle n'est pas dégoupillée. Hein. On pourrait presque jouer à la pétanque avec, hein, mais bon, c'est pas dangereux. Mais c'est quand même quelque chose, parce que, bon, moi, je les avais pas tripotées, les goupillées, elles étaient bien goupillées. Si on veut la dégoupiller, il faut vraiment faire, il faut tortiller d'abord, tirer après, bon, bref. Donc là, j'ai eu vraiment la trouille, parce qu'elle a roulé au pied des gars qui dormaient. Bon, j'ai attendu quelques instants, je me suis bloqué, puis après, bon, j'ai descendu l'escalier, j'ai remis ma machine dans la poche. Ça, c'est une petite mésaventure, des choses comme ça, on en a eu. Alors, cette garde, on n'aimait pas trop faire la garde, nous. Hein. Alors, il y avait à un moment donné, on était sur des terrasses de maisons, donc en Camélie, c'est pas somptueux, mais enfin, c'est des maisons où il y avait des terrasses plates, et il y avait une espèce de cabanon en parpaing sur cette terrasse qui servait pour la garde où on dormait, et la sentinelle était sur le toit. Une nuit, comme c'est un village qui domine, où la route serpentait en dessous, la sentinelle a cru voir du monde. Donc il a donné l'alarme, parce qu'il venait creuser les routes pour mettre des mines, etc. On appelle le poste, le commandant me demande si on a un fusil mitrailleur, on lui dit que non, il dit non, mais vous pouvez ouvrir le feu. Bon alors donc, moi j'avais un fusil, le caporal m'a pris mon fusil parce qu'il voulait tirer avec, le fusil ça porte plus loin que le pistolet mitrailleur. Le gars, la sentinelle était montée sur un toit pour dominer un peu plus, ça venait mourir sur la terrasse, les toits. Et a voulu ouvrir le feu avec son PM qui a tiré 2 cartouches qui s'est enrayé. Bon, le caporal a tiré avec mon fusil. Et puis ben, le lendemain, on est allé au résultat. Il n'y avait rien, c'était des taches de goudron sur la route. Et vous savez, la peur fait qu'il y a ce qu'on appelle l'hallucination collective, parce que tous on l'a vu. Quelqu'un a vu, il dit regardez, là il y a ça, vous regardez, bon, il y avait des taches, bon, on a vu des gens accroupis, il n'y avait rien, c'était juste une tache de goudron. Alors bon, on avait cette petite mésaventure. Alors des histoires comme ça, il y en avait plein, hein, c'était... Alors un jour, ils ont monté une école à Tassaft pour les enfants de Tassaft, et au lieu de faire l'école avec les militaires, comme on faisait pendant la pacification, puisqu'on faisait l'école et on soignait les gens, ils aimaient bien, hein. Ils ont fait venir 6 jeunes filles de France, 6 institutrices, qui avaient notre âge, 20 ans, dans un trou perdu où il y avait un poste avec 300 mecs qui avaient... ça a fait des problèmes, parce que, bon, elles étaient gardées par des Maurassies. Vous savez, c'est des supplétifs, les Maurassies. C'était pas des harkis, c'est autre chose, c'était notamment ils servaient de garde pour les SAS, les sections administratives spéciales. Donc voilà, et ça a chatouillé certains d'aller les rencontrer, pas forcément mais ne serait-ce que de discuter avec des filles, c'était sympa, parce que bon, ça changeait la vie. Et pas question d'y aller. Hein. Alors l'adjudant de la CCAS, qui était vraiment un type horrible, il avait plaisir à emmerder les gens. C'est l'adjudant caricatural, si vous voulez, hein, de l'infanterie, vraiment. Et il avait appris que l'un d'entre nous allait le samedi soir rendre visite à ces demoiselles. Alors, elles étaient dirigées par la femme de l'adjudant de la gendarmerie, qui servait de directrice de l'école, parce qu'on avait une gendarmerie avec leur famille, là, dans le poste. Hein. Et donc, lui, il se mettait des fois à l'entrée le pistolet à la main pour pouvoir ouvrir le feu si le mec revenait de l'école, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir, c'était une zone interdite, on ouvrait le feu sur tout ce qui bougeait. Bon, il n'a jamais pu surprendre personne. Mais moi, à cause de ça, il m'est arrivé une mésaventure. Moi, j'étais un garçon dans ce domaine-là plutôt plus que calme. Hein. Je
parti à l'armée, je ne connaissais pas les femmes, je suis revenu, c'était pareil. J'étais de garde au village de Tassaft et le chef de garde, qui était un marrant, il avait fait l'école des beaux-arts, il me dit, tiens, on va aller à l'école, on va aller rendre visite aux filles. Ah bon, il me dit, tu viens avec moi, il me dit, à moi, tu m'accompagnes. Ah bon. Alors les autres nous ont regardé partir, pas trop heureux parce que c'était pas prévu, il y avait une sentinelle dehors, les autres étaient dedans pour remplacer la sentinelle, mais on pouvait patrouiller dans le village éventuellement, mais ça ne se faisait pas. On traverse le village quand même en pleine nuit, un village kabyle, hein, c'est pas... ça fout la trouille. On avait le doigt sur la détente. Et on arrive à l'école, c'était un sergent Morasni qui était là, ça s'écrit M-O-G-H-A-S-S-L-I, Morasni, et il nous laisse passer, on entre, les filles étaient toutes contentes de nous voir, on s'assied, bon, moi je défais mes cartouches, elles trouvent par terre, le fusil contre le mur, et on commence à m'aborder, elle nous paye le café, bon, c'était sympa quoi, une discussion, on parlait. Le téléphone sonne, elle avait un téléphone direct avec le poste en cas de problème. Et on leur demande, il n'y a pas des militaires avec vous? Et la fille qui répond dit, ah ben je ne sais pas, je vais voir. Alors il dit, non, il n'y en a pas. Ah bon, alors du coup on est reparti en 4e vitesse, hein. On a rejoint, alors il y a eu une engueulade parce que les gars de la garde du village avaient appelé le poste pour dire qu'on était parti et qu'on ne revenait pas. Parce qu'on a passé un certain temps, quoi, on a passé une demi-heure. Alors l'adjudant, lui, ah là, il était content, il avait la preuve que les gens étaient allés. Alors, le lendemain, il m'a appelé au téléphone, au bureau, il dit, l'autre, il a avoué que vous y étiez. Je dis, mais non, on n'y était pas, on est passé, on a fait une patrouille. Le Morasni a été chouette, il n'a pas dit qu'on était, il nous avait vu passer. Il n'a pas dit qu'on était entré dans l'école, c'est quand même, parce que s'il avait dit ça, on était foutus. Je ne sais pas ce qui se serait passé, mais bon, bref, ça... Ça s'est arrêté là. Moi qui étais un mec très tranquille, j'étais mêlé à ce truc-là parce que l'autre il voulait aller discuter avec des filles. Moi c'est vrai que bon. Alors ben, ça s'est terminé qu'on est parti. Tiens, je vous ai amené des photos. Il y en a une en couleur où on est le wagon de la quille. On est dans un wagon à bestiaux, la marchandise assis sur les marches. On repartait. On est reparti. Moi, je ne sais plus quel bateau j'ai pris, le ville d'Alger, je ne sais plus, je suis rentré, j'ai pris le train, j'ai fait une escale dans la famille, on pouvait le faire avant de rentrer à Paris, et puis ben, j'ai retrouvé mon boulot, j'ai repris ma vie courante, sans plus, quoi. J'ai appris que j'avais un petit frère qui a 16 ans de moins que moi, qui me dit qu'il a vu ma mère pleurer parce qu'elle craignait que son fils, parce qu'elle connaissait une dame dont le fils avait été tué en Algérie, et elle avait peur que ça m'arrive, donc ça a traumatisé un peu les familles, c'est sûr. Mais moi, personnellement, bon, je suis rentré, n'ayant pas vécu de choses dures, de choses horribles, à part si, je ne l'ai pas dit, mais quand il y avait ces interrogatoires, c'était un peu de la curiosité malsaine, j'étais sorti pour regarder à travers les volets qui étaient tirés ce qui se passait dans la salle en question. J'ai vu un pauvre type assis sur une chaise, les mains liées dans le dos, un torchon sur la bouche, un paillon, et on lui tapait dessus. C'est tout ce que j'ai vu. Enfin, bon. Et nous avions un des gars de la chambre qui était secrétaire, là, qui assistait, et on l'avait mis en quarantaine parce qu'on lui en voulait de participer, mais c'était pas de sa faute, il ne participait pas, il était là par la force des choses, et il s'était défendu, il nous a dit, bon après ça s'était arrêté, mais à un moment donné, on l'avait mis en quarantaine parce qu'il participait à la torture. Au contraire, lui il allait les voir dans leur cachot, leur dire, écoutez, il vaudrait mieux que vous parliez, sans quoi ils vont vous faire mal. Enfin, vous voyez, il essayait mais ça... les gens comprenaient, vous savez, c'était la plupart du temps, on les appelait des suspects, mais on en a pris quelques-uns sur le terrain sans doute, mais c'était plutôt plus ou moins des suspects. Donc on les gardait quelques jours. Alors à ce sujet, je ne l'ai pas raconté, mais il y a une chose amusante que je vais vous dire. Donc en dehors du travail du PC, c'est-à-dire du travail de bureau, il fallait couper du bois, parce qu'il avait 2 cheminées, hein, le PP, là, et il fallait du bois. Donc on passait une partie de notre temps à scier des troncs d'arbres et à les transformer en bûches. Mais quand on avait des suspects qui étaient prisonniers, on les utilisait. S'il y en avait 2, on s'asseyait sur une bûche,
le fusil entre les jambes, et on les faisait scier avec le passe-partout, chacun de son côté. Mais quand il y en avait qu'un, il fallait bien être de l'autre côté du passe-partout. Bon, avec un fusil, c'est pas bien commode. Hein. Donc, le fusil à la bretelle, alors je posais le fusil à côté de moi, on sciait. Au bout d'un moment, je lui fais signe, on tourne, pour changer de côté. Et on tourne. On recommence à scier, puis d'un seul coup, je vois que mon fusil était resté là à côté de lui. Je dis, bon, on s'arrête, je fais demi-tour, j'ai un peu le fusil. J'ai le fusil à côté de moi. Alors, avec mon fusil, il m'en est arrivé une autre. Un jour, on allait de temps en temps à Tizi Ouzou. On avait le droit d'aller, quand il y avait un convoi, en permission, pour passer l'après-midi ou la journée à Tizi Ouzou, faire des emplettes. Je vais chez un commerçant qui vendait des souvenirs, des tapis. J'achète un petit tapis, etc. Et je repars. Je fais 50 mètres sur le trottoir, d'un coup, je pousse un cri. Merde, mon fusil! J'avais laissé en magasin. Alors je suis reparti au courant, j'ai récupéré mon arme, je suis revenu, enfin bref. Des histoires comme ça, plein de copains en ont eu. Des oublis ou des coups de feu tirés par inadvertance, enfin, etc. C'était... Alors quand même, on était des rigolos, parce que quand on partait en opération, nous, dans le bureau, on tapait on avait des documents à faire et des calques de tir que le commandant faisait. Il prenait un papier calque, il dessinait sur la carte les cheminements, etc., les points, les endroits où on devait tirer. On avait un mortier de 120 qui pouvait porter à plusieurs kilomètres, donc on pouvait demander au mortier de tirer à des endroits pour barrer le passage, etc. Donc il fallait reproduire tout ça en plusieurs exemplaires pour chaque commandant de compagnie. C'était notre boulot. Et on n'avait pas le droit d'en parler entre nous, qui allait opération, parce qu'on aurait très bien pu dire à un copain qui allait partir, qu'il allait à la cuisine, se prendre un truc en plus, c'est mieux que les rations de combat, enfin, voyez, des trucs de genre, c'était pas méchant. Dans le poste, même si on en parlait entre nous, où est-ce que ça pouvait aller? Enfin, ils savaient tout ce qu'on faisait, ils nous observaient à la longue vue, ils écoutaient nos téléphones, ils étaient très renseignés, ils savaient. Mais ça suffisait pas, parce que le commandant de la compagnie de combat, ou de la CCAS plutôt, il allait dans le village, parce que comme le village était rallié, on obligeait certains hommes du village à nous accompagner en opération pour porter des sacs, pour porter des trucs. Alors il allait, le matin ou la veille, Monsieur Ossine, Monsieur Ossine, demain il y a opération, vous venez avec nous. Puis Monsieur Ahmed, il allait dire dans le village, qui était à moitié fait, qu'on allait partir à l'opération. Alors que nous, dans le poste, on n'avait pas le droit d'en parler entre nous. Voilà, ce bataillon, c'est ça, oui, tous ces faits que je vous ai racontés, ce type-là, cet officier-là qui demandait de l'antigel, qui disait que les hommes découpillaient les grenades, qui ne savaient pas armer une mitraillette, il sortait une fois par nuit, une fois par mois, une nuit, quand il faisait beau et qu'on savait que le secteur était calme et qu'il ne se passerait pratiquement rien, enfin, il pourrait arriver quelque chose, mais il ne se passait rien, il sortait parce qu'il touchait sa prime de bivouac s'il sortait une fois par mois. Vous voyez? Bon. Et alors un jour, dans le bureau, il y avait le bureau du commandant, il y avait un petit coffre-fort portable, qui était toujours fermé, et un jour il était ouvert, le commandant n'était pas là. Alors nous on s'est précipité dessus parce qu'on savait que là-dedans il y avait les dossiers des officiers, on n'avait pas le droit de les voir. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti le dossier de ce mec. Et bien on a vu qu'il avait, il avait postulé pour être gendarme, que la gendarmerie l'avait refusé. Et il était capitaine dans l'infanterie. Voilà. Au sujet des embuscades, on n'aimait pas partir en embuscade, ça c'est certain qu'on n'aimait pas. D'abord, il fallait passer la nuit dehors, s'il pleuvait, il n'y avait pas de... S'il faisait froid, c'était encore pire, parce qu'on partait, on se couvre, sachant qu'on allait avoir froid, on se couvrait au maximum, c'est-à-dire on mettait le pyjama, la tenue de combat, un pull vert, la veste matelassée, etc., etc. Ce qui fait qu'on marchait pour aller dans l'embuscade, on marchait pendant un certain temps, c'est quelques kilomètres. Donc, quand on est très couvert et qu'on marche, on transpire. Et d'un seul coup, on s'arrêtait, on se couchait, alors qu'il faisait 0, ou 2 ou 3 sous 0, peut-être même plus. Et là, au bout d'un moment, on commençait à avoir froid, parce que l'humidité du corps se transformait en... Et là, c'était pas bien. Bon, alors donc, on n'aimait pas les embuscades. Et une fois où j'étais dans l'embuscade, évidemment, c'est pas de longue fête, hein, le chef d'embuscade a décidé de ne pas la faire. C'est son affaire, hein. Alors, quand une embuscade quitte le poste, à l'entrée du poste, il voit son collègue qui est chef de poste, qui note, sortie de l'embuscade, un tel, tant d'armes, tant de grenades, etc. On emmenait aussi des fusées, des fusées rouges et vertes, rouge pour appeler au secours, vert pour dire tout va bien. Et
il fallait que ce soit de bons copains quand même, parce que c'est grave. Il lui dit, écoute, il pleut, on ne va pas faire l'embuscade, c'est chiant. Tu marques, on est sorti, demain tu rentres, on est rentré à 6 heures, puis on est parti au lit. On est tous allés se coucher. Bon, les autres, ceux qui, je ne sais pas, personne ne m'a rien dit, mais. Et alors dans le bureau, le commandant la veille avait mis des petites punaises colorées sur la carte. Il avait posé une embuscade parce que ça avait payé, et puis l'embuscade, elle était au lit. Alors ça, si ça s'était su, je pense que ça aurait coûté cher. Alors je vais en finir avec les embuscades. Une autre fois, j'avais oublié. On avait positionné une embuscade, là j'étais au bureau, je suivais l'affaire, et on a appris qu'une unité de l'ALN circulait dans le coin. Autrement dit, si s'il rencontrait l'embuscade, c'est pas l'embuscade, c'est pas l'ALN qui aurait eu des soucis, c'est l'embuscade, hein, parce que les unités de l'ALN, c'était les combattants aguerris, dont certains avaient fait la guerre d'Indochine, et qui, eux, qui savaient ce qu'ils voulaient, etc. Donc, vis-à-vis de gens comme moi, si on avait été en embuscade, je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais enfin bon. Et alors, on suivait, c'est-à-dire de poste à poste, la radio nous disait, ils sont à tel endroit, ils passent à tel endroit. Heureusement, ils ne sont pas passés par l'endroit où il y avait l'embuscade. Il y a eu un ouf de soulagement, même du commandement, hein, parce qu'ils savaient très bien qu'on aurait eu des dégâts. Voilà. Un jour, j'étais de garde, et c'était pas... Oui, je ne suis pas fier, je vais le dire quand même, ça quand même. Je ne l'ai pas dit au début, mais je suis porte-drapeau national de la FNACA, donc j'ai un grand respect pour le drapeau. Mais à cette époque-là, je n'avais pas le même respect. C'était la garde qui devait baisser les couleurs le soir, était sur la place du poste, juste à côté des classes où nous couchions, où il y avait l'interrogatoire. Donc à 6 h du soir, je crois, ou je ne sais plus quelle heure, on a envoyé un gars de la garde pour descendre les couleurs. Alors j'ai descendu les couleurs normalement, en tirant sur la ficelle. Quand ça a été en bas, j'ai smatché le drapeau, je ne sais plus, on ne sait pas comment j'ai fait ça. J'ai rattrapé le drapeau, je l'ai roulé en boule, normalement on doit le plier correctement, puis je l'ai, étant à côté de la chambre où il y avait les copains, je l'ai jeté par la fenêtre en criant voilà la serpillière. Je le dis, parce que je suis porte-drapeau aujourd'hui. Hein. Parce qu'on n'avait rien à faire, on ne savait pas pourquoi, qu'est-ce qu'on faisait là, pourquoi on... C'est le sentiment des appelés du contingent, hein, on ne comprenait pas tellement pourquoi on faisait cette guerre. Il m'est arrivé de penser que quand j'étais au Maroc, on était l'occupant, que j'étais le petit Français occupé par les Allemands, moi j'étais l'Allemand occupant les petits Français, j'y ai pensé à ça aussi. Mais là, non, on était quand même, il y avait en zone opérationnelle, avec les villages à côté, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, on n'avait pas, on n'avait pas le... Pour ça, ça nous... D'autres n'auraient peut-être pas fait ça, je ne sais pas, mais moi j'ai eu cette réaction. Bon, enfin bref. Et j'ai donc une autre anecdote, on va en finir avec ça, c'est donc un jour je traversais, c'était l'heure des couleurs, je n'étais pas de garde, et le type de la garde arrive, il se met à tirer sur la ficelle, en sautant d'un pied sur l'autre, et en chantant « La France est notre mère, c'est elle qui nous nourrit, avec des pommes de terre et des faillots pourris ». Ce sont les paroles qu'on mettait sur la musique des couleurs. Ce qu'il n'avait pas vu, et que moi non plus je n'avais pas vu tout de suite, c'est qu'à l'autre bout de la cour, il y avait le commandant en second qui était là, en uniforme bien sûr, qui était au garde à vous et qui saluait. Parce que quand on passe et qu'on descend les couleurs, on doit s'immobiliser si on est surpris à ce moment-là dans l'environnement du drapeau qui descend, il faut s'arrêter et saluer. Vous présentez les armes si on a une arme. Alors, le type il fait son truc tout le long, il arrive à la fin, il se matche le drapeau pour le faire tomber par terre, puis il le prend, il le roule. Il se relève et il aperçoit dans sa ligne de mire le commandant qui lui fait « Venez par ici ». Voilà. Le contact était bon. Je me souviens d'être allé une fois, on était dans le village. Au début où nous y étions, on était entré dans une famille, on nous avait offert le thé. Et j'ai vu aussi un vieux chef de village qui avait fait la guerre de 14 et qui était fier de se balader avec ses médailles. Je ne sais pas s'il a survécu, parce que ça, c'est pas des choses à faire. Hein. Mais oui, on avait plutôt un bon contact avec, enfin, le peu que j'ai eu, parce qu'on n'en voyait pas beaucoup finalement. Après, non, parce que moi j'ai fouillé, j'en ai pas parlé de ça, mais j'ai participé à la fouille d'un village. C'est-à-dire qu'on évacuait les maisons,
On rassemble les gens dans un coin, en général c'est que des femmes et des enfants, parce qu'il n'y a pas d'hommes, et on fouille les maisons. Et alors là aussi, le comportement, je ne l'ai pas aimé, parce que les gars qui étaient autour de moi, c'était des types comme moi, c'était des secrétaires, enfin, des gens qui n'étaient pas en unité de combat forcément. On avait voulu boire un café, on n'avait pas assez de tasses. Alors on avait, dans la maison Caville, c'est très simple, hein, le sol en terre battue, il y a un trou au milieu pour faire le feu, il n'y a pas de carreaux aux fenêtres, il y a l'âne quelquefois qui est là, et puis ils ont des jarres sur un mur dans lequel ils mettent leurs affaires. Quelquefois on les cassait à coups de crosse pour voir ce qu'il y avait dedans, enfin, etc. Et là on avait donc pris, il n'y avait pas de meubles, ils avaient des trucs sont accrochés au mur. Alors on avait pris des tasses qui étaient là accrochées au mur, on s'en était servi, comme on n'en avait pas assez, on était allé dans la maison d'à côté, on ramenait, quand ça a été fini, j'ai dit bon on remet les tasses en place, j'ai dit non, il y en a rien à foutre, pourquoi, mais si, moi je me suis fâché. Alors quand il ne voulait pas le faire, j'ai repris la tasse, j'étais la raccrochée à sa place, vous voyez. Il y en a un qui avait vu le robe Caville pendu un clou, il l'a ramené comme souvenir. Donc, vous voyez, bon, c'était pas, ça n'a rien à voir avec le viol et les horreurs, les terribles horreurs qu'il y a eu, mais c'était déjà un degré dans ce genre de choses. Parce que nous étions des gens qui ne souffrions pas du combat. Donc on n'avait pas à se comporter méchamment avec les gens. Et c'est pourtant ce qui se passait. Et ça je ne pouvais pas le faire. Alors évidemment, après, si j'avais été confronté à des choses terribles, je ne sais pas quelle aurait été ma réaction. Quand il y avait les interrogatoires, je n'en ai pas parlé, mais c'est important, dans la chambrée, qu'on entendait gémir quelqu'un parce qu'on le faisait souffrir, l'un d'entre nous, un seul, qui était instituteur catholique dans une école privée, ça le mettait en colère, il se fâchait, il renversait les chaises, les escabeaux, il s'en allait. Bon, les premières fois dans cette chose-là, quand on a entendu ça, ça nous a troublés, forcément. Ça ne peut pas être autre chose. On savait très bien ce qui se passait de l'autre côté du mur, et donc personne ne parlait. Mais le temps passant, quand il y a eu d'autres interrogatoires, après ça ne nous troublait plus, les conversations continuaient tranquillement, etc. Je trouve que c'est triste à dire, mais c'est l'humanité, hein, malheureusement. Ça, oui, c'est pas bon. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'entendre l'ordre d'exécution de ce jeune que j'ai vu, et d'entendre froidement dire, vous le fusillerez demain matin, ça, j'y pense encore. Ça m'a marqué.